Imagine quelqu'un qui serre une fleur si fort qu'elle finit par se faner. Il voulait la garder, la protéger peut-être, mais en la tenant trop fort, il l'a détruite. C'est ainsi que beaucoup aiment. On appelle ça de l'amour, mais ce n'en est pas. C'est de l'attachement, une tentative désespérée d'éviter le vide, une main qui ne veut pas lâcher, un cœur qui confond présence et possession. Derrière l'attachement se cache souvent un monde silencieux de peur invisible, peur de la solitude, peur d'être abandonné, peur de ne pas suffire à soi-même. Alors on s'accroche, on lie l'autre à nous avec des chaînes faites d'habitude, de promesses, de dépendance, et on l'appelle « mon amour ». Mais est-ce vraiment de l'amour si l'autre ne peut plus respirer? L'amour véritable, lui, est un espace, pas une cage. Il est un souffle, pas une pression. Il est présence libre, pas surveillance constante. Il ne cherche pas à posséder, mais à laisser être. Ce que l'on appelle « je ne peux pas vivre sans toi » n'est pas une déclaration romantique. C'est un aveu de dépendance. Ce n'est pas l'autre qu'on aime, c'est ce qu'il représente. Une barrière contre notre angoisse, une béquille pour ne pas tomber, un miroir qui nous renvoie à une image supportable de nous-mêmes. Mais aimer, ce n'est pas demander à l'autre de réparer nos failles. Ce n'est pas attendre qu'il comble nos manques. Ce n'est pas lui confier la responsabilité de notre paix intérieure. Aimer vraiment, c'est regarder l'autre et dire « Tu peux rester, mais tu peux aussi partir. Et si tu restes, je ne te retiendrai pas, je t'accueillerai. » Il y a dans cette posture une force qui dérange, car elle nous oblige à revenir à nous-mêmes, à affronter ce que l'attachement cache, notre peur de n'être rien sans l'autre. On croit que plus on s'accroche, plus on aime. En réalité, plus on s'accroche, plus on a peur. Et plus on a peur, plus on confond l'autre avec un antidote, un refuge, un médicament. Mais l'amour n'est pas une pharmacie. Ce n'est pas une prescription contre le mal-être. C'est une danse entre deux êtres entiers, non deux morceaux cassés qui s'agrippent pour survivre. Regarde les enfants lorsqu'ils découvrent un oiseau blessé. Leur premier réflexe est souvent de le garder. Ils le serrent contre eux, et l'oiseau meurt. Ils ne voulaient pas lui faire du mal, mais l'amour n'est pas un réflexe, c'est une compréhension. Comprendre que parfois, aimer c'est laisser partir. Aimer, c'est ne pas enfermer. C'est ne pas tout demander. C'est ne pas avoir peur du vide. Car le vide est là, toujours. Et l'attachement tente de le combler par la présence de l'autre. Mais l'amour vrai ne remplit pas le vide. Il le traverse avec nous. Voilà pourquoi l'amour est si rare. Parce qu'il demande d'avoir d'abord rencontré sa propre solitude, d'avoir fait la paix avec soi-même, d'avoir regardé dans le miroir et dit « Même si personne ne m'aime aujourd'hui, je peux encore marcher, respirer, créer, rêver. » Et à partir de là, on peut aimer. Aimer sans capturer, aimer sans posséder, aimer sans peur. Et si la fleur doit s'envoler, on la regarde partir avec le cœur serré, mais sans la maudire. Parce que l'amour n'enferme pas. Il bénit. L'amour vrai ne calcule pas. Il ne fait pas la comptabilité des gestes, des attentions, des silences comblés. Il ne se mesure pas en « je t'ai donné ceci, alors tu dois me rendre cela ». Il n'attend rien. Il donne, et dans ce don, il se trouve entier. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas un commerce affectif, c'est un souffle offert, sans filet de sécurité, un acte pur, dénué de stratégie. Imagine une rivière. Elle coule. Elle ne demande pas au rivage de la retenir, ni au ciel de la remercier. Elle coule parce que c'est dans sa nature. Ainsi en est-il de l'amour libre. Celui qui aime en vérité ne met pas de conditions à son geste. Il ne cherche pas à contrôler la réponse. Il n'attache pas de ficelles invisibles au cadeau qu'il offre. Il donne parce que son cœur déborde. Ce don n'est pas aveugle. Ce n'est pas une soumission. Ce n'est pas se nier. C'est au contraire une forme suprême de conscience. Je te vois, je te reconnais, et je n'ai pas besoin que tu sois autrement que ce que tu es pour que je t'accueille dans mon espace intérieur. Mais cela ne veut pas dire tolérer l'irrespect ou l'abus. L'amour libre, c'est poser des frontières. Ce qu'il ne fait pas, c'est enfermer. Il ne prend pas l'autre pour un objet à façonner selon ses attentes. Dans notre monde saturé d'attentes implicites, dire « je t'aime » est souvent une manière déguisée de dire « comble-moi ». Mais l'amour vrai ne comble pas un manque. Il circule entre deux êtres qui ne cherchent pas à se remplir, mais à partager ce qu'ils ont trouvé en eux-mêmes. Et cela change tout.
car si je t'aime pour ce que tu m'apportes, le jour où tu ne m'apportes plus, je ne t'aimerai plus. Si je t'aime librement, le jour où tu changes, le jour où tu me déçois, peut-être que je souffrirai. Mais je ne t'utiliserai pas comme prétexte à ma chute. Aimer ainsi, c'est risquer, c'est s'exposer, c'est tendre la main sans savoir si elle sera prise. Mais c'est aussi s'ancrer dans quelque chose de plus vaste, une source intérieure qui ne dépend plus du retour. Les poètes ont tenté de nommer cet amour. Certains l'appellent grâce, d'autres parlent de lumière. Il est peut-être simplement cette capacité d'ouvrir les bras. Même si l'on n'est pas sûr d'être accueilli, il n'est pas naïf. Il est courageux et il laisse l'autre libre. Libre de rester, libre de partir, libre d'être lui-même, dans sa joie ou ses contradictions, dans sa présence ou son silence. Il ne demande pas à l'autre de se taire, de changer, de correspondre. C'est cela qui le rend si rare, car peu savent aimer sans vouloir modeler, peu savent accueillir sans attendre, peu savent poser la main sur le monde sans tenter de le refermer sur eux. Et pourtant, quand cela arrive, quelque chose bascule. Le cœur cesse de battre pour survivre. Il commence à battre pour aimer. Et cela suffit. Ils tombent amoureux. Tout semble parfait. Il dit qu'elle est différente. Elle pense qu'il est enfin celui qui va la comprendre. Et pendant un moment, c'est vrai. Ou du moins, ça en a l'air. Mais quelques mois plus tard, elle devient trop. Trop émotive, trop exigeante. Et lui, pas assez. Pas assez présent, pas assez tendre. Les reproches remplacent les promesses. L'idéal s'effrite. La réalité s'installe. Le rêve s'éteint. Ce n'est pas qu'ils ne s'aiment plus. C'est qu'ils ne s'étaient jamais vraiment rencontrés. Ce qu'ils avaient aimé, ce n'était pas l'autre, mais un mirage, un patchwork de souvenirs d'enfance, de manques affectifs, d'images idéalisées. Elle cherchait inconsciemment un père jamais assez proche, lui, une mère jamais satisfaite. Et chacun portait sur l'autre une attente muette. Sois celui ou celle qui va réparer ce que j'ai vécu sans le dire. C'est cela, la projection. Carl Jung appelait ce phénomène une dynamique de l'inconscient. Ce que nous n'avons pas regardé en nous, nous le collons sur l'autre. Nos blessures deviennent des lunettes à travers lesquelles on voit tout. Et souvent, on aime moins l'autre pour ce qu'il est que pour ce qu'on espère qu'il guérira en nous. Un enfant non écouté deviendra adulte en quête d'une oreille constante. Un enfant abandonné cherchera un amour qui rassure à l'excès. Un enfant rejeté voudra être adoré, reconnu, validé en permanence. Mais l'amour qu'on cherche, alors n'est pas un lien, c'est une réparation. Une stratégie émotionnelle inconsciente pour colmater les fuites du passé. Ce qui rend la chose dangereuse, c'est que cela ne se voit pas. Tout semble sincère. L'amour est fort, les gestes sont vrais, les intentions pures. Mais sous cette surface vibrante se cache une machine à reproduire les vieux schémas. Les relations deviennent des terrains de répétition, pas de transformation. On demande à l'autre ce que l'on n'a jamais osé demander à ses parents. On attend qu'ils fassent pour nous ce que notre passé a laissé en suspens. Et quand il échoue, car il échouera forcément, on se sent trahi, non pas par lui, mais par notre propre illusion. Le couple devient alors une scène de théâtre. Chacun y joue un rôle écrit depuis longtemps. Et le scénario est le même à chaque fois, avec des acteurs différents. C'est pourquoi certaines personnes disent « je tombe toujours sur le même type ». Ce n'est pas le hasard. C'est l'inconscient qui rejoue, encore et encore, la même pièce, jusqu'à ce qu'on décide d'en lire enfin le script. Briser ce cercle, c'est commencer à regarder en soi. C'est oser se demander
Pourquoi ai-je besoin qu'il me rassure constamment? Pourquoi suis-je si sensible à ces silences? Pourquoi est-ce que je me sens invisible dès qu'on ne me répond pas? Et derrière ces questions, une autre plus essentielle encore. À qui est-ce que je parle vraiment quand je parle à l'autre, à lui, ou à mon passé? Tant qu'on n'a pas identifié ses blessures, on aime à travers elles. On ne choisit pas un partenaire. On le désigne inconsciemment pour rejouer notre histoire. Et tant que l'amour est une tentative de guérison inconsciente, il ne peut être libre. Il reste une illusion. Il semble profond, mais il n'est que réflexe. Aimer vraiment commence le jour où l'on retire les masques de l'enfance. Le jour où l'on accepte que l'autre n'est pas un parent de substitution, ni un thérapeute secret, mais un être distinct, qui ne nous doit rien, sinon la vérité d'être lui-même. Il était une fois une jeune femme nommée Psyché. Son nom signifiait âme, et elle était belle, si belle que même les temples d'Aphrodite se vidaient de leurs prières, tant la foule préférait contempler la lumière de son visage. Mais cette beauté devint un fardeau. Les hommes l'admiraient, mais aucun ne l'aimait. Elle semblait inaccessible, intouchable. Alors les dieux, vexés, s'en mêlèrent. Et Eros, le dieu de l'amour, fut envoyé pour la faire tomber amoureuse d'un monstre. Mais Eros, en la voyant, en tomba amoureux lui-même. Il la prit pour épouse, en secret, dans un palais invisible, un lieu de merveille. Mais à une seule condition. Psyché ne devait jamais chercher à voir son visage. Jamais. Et elle accepta. D'abord, chaque nuit, Eros venait à elle. Il l'aimait avec tendresse. Il la comblait. Et chaque matin, il disparaissait, avant que la lumière ne dévoile ses traits. Mais l'interdit, comme toujours, devint obsession. Poussé par la curiosité, par le doute, par l'influence de ses sœurs, Psyché céda. Une nuit, elle alluma une lampe. Elle voulait savoir, voir, contrôler. Et dans cette quête de maîtrise, elle perdit tout. Eros s'enfuit. Le palais s'effondra. L'amour disparut. Ce n'est pas qu'un conte. C'est une parabole. Un miroir tendu à notre époque. Nous sommes tous à un moment psyché. Lorsque nous aimons, mais que l'incertitude nous torture. Lorsque nous exigeons des garanties, des preuves, des définitions. Lorsque l'amour ne nous suffit plus s'il ne peut être disséqué, sécurisé, étiqueté. Nous croyons que voir, c'est comprendre. Et que comprendre, c'est maîtriser. Mais l'amour n'est pas une formule. Il est mystère, présence, élan. Et vouloir tout connaître de l'autre, c'est parfois tuer la magie qui le rendait vivant. C'est ce que Carl Jung soulignait. Dans ce mythe, Psyché ne perd pas Eros parce qu'elle l'a trahi. Elle le perd parce qu'elle a voulu le saisir, mettre la lumière sur ce qui devait rester dans l'ombre. Elle n'a pas supporté de ne pas savoir. Comme tant d'amants modernes qui fouillent les messages, analysent les silences, vérifient les battements de cœur. Mais l'amour n'est pas un objet à éclairer. C'est un mystère à habiter. Et le mystère n'est pas un défaut. Il est une nécessité. Il maintient l'espace sacré entre deux êtres, le lieu où l'altérité respire, là où l'autre reste un pays inconnu, que l'on explore sans jamais tout cartographier. Jung voyait dans Psyché notre ego, notre besoin de sécurité, notre soif de contrôle. Et en Eros, la force irrationnelle, mystérieuse, divine de l'amour. Lorsque l'ego veut forcer l'amour à se soumettre à ses règles, il le fait fuir. Lorsque nous exigeons que l'autre soit totalement transparent, nous le réduisons.
et ce que l'on réduit cesse d'être aimé. On ne peut aimer que ce qui nous échappe encore un peu. C'est là le paradoxe. Aimer, c'est renoncer à tout comprendre. C'est faire confiance à l'invisible. C'est accepter qu'une part de l'autre ne nous appartiendra jamais. Et c'est dans ce non-savoir que naît la tendresse, la beauté, le respect. Psyché finira par retrouver Eros bien plus tard, après avoir traversé 1000 épreuves. Mais elle ne sera plus la même. Elle ne cherchera plus à voir. Elle saura désormais que certains mystères ne se dévoilent pas à la lumière, mais à la présence silencieuse. Et peut-être est-ce que cela, aimer, apprendre à ne plus tout vouloir savoir, pour mieux ressentir. Parfois, je te regarde, et je ne te vois pas. Je vois mes doutes, mes colères, mes attentes. Je vois l'enfant que j'ai été, l'adulte que j'ai peur de devenir. Je te regarde, et c'est comme si, sans le vouloir, je m'étais glissé à ta place. Comme si tu portais un masque fabriqué dans l'ombre de mes blessures. Et ce n'est pas ta faute, c'est juste ce que fait l'ombre. L'ombre, ce n'est pas le mal, ce n'est pas le côté obscur de la force. Ce sont les parties de moi que j'ai mises de côté parce qu'elles faisaient trop de bruit. Parce qu'on m'a dit qu'elles n'étaient pas acceptables. Ma colère, ma jalousie, ma fragilité, mon besoin d'attention. Je les ai cachées, enterrées, oubliées. Mais l'ombre ne meurt jamais. Elle attend. Et dans l'amour, elle surgit. En douce, en moi ou en toi. Un silence trop long de ta part. Et je me sens rejeté. Un sourire à une autre, et je deviens furieux. Une critique, et je me replie comme si tu avais trahi quelque chose de sacré. Mais ce n'est pas toi que je combats, c'est ce que tu réveilles. Tu es mon miroir. Et parfois, ce que je vois dans ton reflet me dérange. Alors je t'accuse. Je te colle mes monstres dans les bras. Je te fais porter mes contradictions, mes frustrations, mes manques. Et je te demande d'y remédier. Fais-moi sentir que je vaux quelque chose. Rends-moi entier. Aime-moi comme je ne sais pas m'aimer. Et toi, peut-être, tu fais pareil.